Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter des géodésiques, c'est-à-dire des courbes qui minimisent la distance entre deux points. C'est un sujet important parce qu'en relativité générale, on va montrer que la trajectoire suivie par des particules en chute libre est une géodésique dans l'espace-temps. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une courbe? Une courbe peut être définie par un ensemble de coordonnées qui est fonction d'un seul paramètre. Dans ce qui suit, on va appeler ce paramètre lambda. On peut se figurer donc des coordonnées dans l'espace considéré qui sont fonction de lambda et le tout décrit une courbe comme ceci. C'est un peu comme une ligne d'univers en relativité restreinte. À une géodésique, pas une géodésique, mais à une courbe en général, on peut associer un vecteur tangent, donc c'est ce que j'appelle U ici, c'est un vecteur qui est tangent en tout point de la courbe, et ce vecteur pourrait être mathématiquement défini comme suit. Donc, à une valeur donnée du paramètre de la courbe, donc de lambda, correspond une certaine coordonnée sur l'espace considéré, donc l'espace courbe. À ce point, bien sûr, correspond un point ou un vecteur x majuscule dans l'espace hôte. Et en faisant la dérivée par rapport à lambda de ce vecteur-là, on trouve un vecteur qui est le vecteur tangent à la courbe. En utilisant la règle d'enchaînement, on peut écrire cette dérivée comme une dérivée de x majuscule par rapport à la coordonnée, ce qui donne le vecteur de base dans l'espace tangent, dans la base directe, fois la dérivée de la coordonnée par rapport à lambda. Bon, on va employer la notation suivante pour désigner les dérivées par rapport à lambda. On va écrire xi point comme étant la dérivée de x, la dérivée de xi par rapport à lambda. Donc ici, j'ai une erreur de notation que je dois corriger. En fait, la dérivée qui est ici est une dérivée totale parce que, bien sûr, x ne dépend que d'une seule variable, donc je vais l'écrire comme ceci. Ce vecteur u donc, est géométriquement tangent à la courbe. On peut le voir tout simplement de sa définition même, c'est-à-dire qu'il s'agit de la différence entre deux valeurs de x divisées par d lambda. Donc, c'est une différentielle de x divisée par d lambda, et la différentielle de x, nécessairement, se trouve le long de la courbe. Une autre façon de le voir, donc, dans cette illustration, c'est qu'on voit ici la courbe elle-même, donc on appelle gamma dans cette illustration. Cette courbe est contenue dans l'espace courbe lui-même, qui ici est appelé S. En un point X, il y a un espace tangent qui est le plan qui est figuré ici. C'est ce qu'on appelle l'espace tangent de AS au point X. Et cette courbe est caractérisée par plusieurs vecteurs, mais celui qui nous intéresse, justement, c'est le vecteur tangent, celui qui est là. Okay. Il y a aussi un vecteur normal qui serait en dehors du plan tangent et un vecteur qui serait dirigé vers le centre de courbure, mais disons qu'on ne s'en occupe pas pour le moment. Donc, la façon de décrire une courbe dépend bien sûr de lambda, mais le choix de lambda n'est pas unique. On peut changer de variable au sein même de la courbe. C'est ce qu'on appelle faire une reparamétrisation de la courbe. Alors, une reparamétrisation, ce n'est pas un changement de coordonnées dans l'espace, ce n'est pas la même chose, c'est simplement définir la courbe différemment. C'est-à-dire qu'on pourrait décider ici que la fonction de lambda serait décrite autrement, comme si lambda était fonction d'un deuxième paramètre. On pourrait l'écrire comme ceci, si vous voulez. Lambda serait une fonction d'un autre paramètre que je pourrais appeler, je sais pas, lambda prime, d'accord, qui redéfinit simplement la façon dont la courbe est décrite sans que la courbe physiquement soit modifiée. Donc, ici, j'ai plutôt utilisé, essayez de me pardonner l'oubli ici, le deuxième paramètre comme étant xi. Donc, quand on voit ce que ça donne, le vecteur tangent, lui, va changer. En fait, sa direction ne changera pas, mais sa grandeur va changer parce que le taux de changement de xi et de lambda n'est pas le même.
Donc, le nouveau vecteur tangent en fonction du nouveau paramètre xi serait donné par ça ici. En fait, ces composantes contre-invariantes seraient données par ça. Et la règle d'enchaînement, encore une fois, nous donne ceci, ce qui nous fait simplement un facteur, en fait, de différence entre les deux vecteurs tangents. Ce facteur, bien sûr, il n'est pas constant nécessairement. Autre point d'intérêt, la grandeur du vecteur tangent serait donnée donc par définition par cette expression en fonction du tenseur métrique, qu'on peut aussi exprimer comme ceci, bien sûr, par définition de U. Et alors, j'oubliais encore une fois, c'est une question de notation, mais ce que j'ai appelé ici des x des lambda, ce que j'ai appelé x.i, bien sûr, c'est la même chose que U indice i, comme ceci. Bon, donc je reviens à mes moutons ici. Donc, cette grandeur du vecteur est donnée par cette expression. Et bien sûr, si on ne prend que cette partie de l'expression, on obtient la longueur d'arc, ds carré. Donc, au fond, la grandeur du vecteur U est donnée par le taux de variation de la longueur de la courbe par rapport à lambda. Donc, par exemple, on pourrait choisir lambda comme étant essentiellement la longueur d'arc à partir d'un point donné. Donc, si on choisit comme paramètre de la courbe la longueur de la courbe à partir d'un point de référence, à ce moment-là, bon, c'est comme si lambda était égal à S, et à ce moment-là, le vecteur tangent a une grandeur unité. Bon, une petite remarque, c'est important. On visualise tout ça dans une espèce d'espace euclidien. Il faut se souvenir qu'en relativité générale, on a affaire à un espace pseudo-euclidien, c'est-à-dire une généralisation courbe de l'espace-temps de Minkowski. Et il existe des courbes nulles. Ce qu'on appelle une courbe nulle, c'est une courbe dont la longueur est nulle. Et c'est possible parce qu'il y a le cône de lumière en relativité, il y a les trajectoires des rayons lumineux qui correspondent à un intervalle nul. Donc, ça peut toujours se produire dans un espace pseudo-euclidien. Donc, une courbe nulle serait une courbe pour laquelle la grandeur du vecteur tangent est nulle. On reviendra là-dessus un peu plus tard, donc ce n'est pas important pour le moment. Bon. Toujours en parlant des courbes, avant d'arriver à la notion de géodésique, on peut définir le long d'une courbe une dérivée. C'est ce qu'on appelle la dérivée le long d'une courbe ou la dérivée intrinsèque. Ça peut être la dérivée d'une fonction. Par exemple, si on a une fonction qui est définie partout sur l'espace, eh bien, le long d'une courbe, cette fonction va changer, bien sûr, et sa dérivée le long de la courbe serait donnée par ça. Et ça se calcule, encore une fois, uniquement par la règle d'enchaînement. Donc, ce serait donné par ça ici, c'est-à-dire par le produit scalaire du gradient de la fonction par le vecteur tangent à la courbe. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle habituellement une dérivée directionnelle. Dérivée directionnelle. On peut aussi définir une dérivée intrinsèque pour des vecteurs. Donc, on a un champ de vecteurs, encore une fois, qui, à travers tout l'espace, et on a cette courbe qui traverse l'espace, et si on suit le vecteur le long de la courbe, le vecteur va changer, bien sûr, et on aurait la dérivée de ce vecteur le long de la courbe, qui serait ça ici, et qui est simplement, encore une fois, une dérivée directionnelle, mais cette fois avec la dérivée covariante, qui tient compte du fait que les vecteurs de base changent le long de la courbe parce que les plans tangents ne sont pas tous les mêmes. Donc, cette expression est un peu plus compliquée, mais il s'agit essentiellement d'une dérivée covariante dans une direction donnée. Bon, on en arrive maintenant à la définition d'une géodésique. Nous allons utiliser deux définitions différentes. La première, celle qu'on a évoquée au début, c'est que la géodésique est la courbe qui va minimiser la distance entre deux points. Donc, si je me figure deux points A et B dans l'espace et que je calcule la longueur de la courbe entre A et B, comme ceci, ou bien sûr ds, l'élément de longueur, est donné par cette relation. À ce moment-là, donc cette longueur serait minimisée le long d'une géodésique, et ça c'est minimisé au sens du calcul des variations, c'est-à-dire que si on dévie
légèrement, si on fait une petite variation par rapport à la géodésique, eh bien, cette variation est nulle, du moins au premier ordre dans la variation. Donc, c'est une définition qui fait appel au calcul variationnel et on va l'appliquer un peu plus loin. Pour commencer, on va appliquer la deuxième définition que je donne maintenant et on va montrer qu'elles sont équivalentes parce qu'elles mènent toutes les deux aux mêmes équations de géodésique. Donc, l'autre définition donc, de la géodésique, c'est une courbe dont le vecteur tangent est transporté parallèlement à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend le vecteur tangent en un point de la géodésique et qu'on le transporte parallèlement au sens habituel du transport parallèle, c'est-à-dire qu'on ne le change pas, sauf pour le projeter sur l'espace tangent au nouveau point. Donc, si on transporte parallèlement le vecteur tangent d'un point x au point x plus dx, eh bien, le résultat est proportionnel au vecteur tangent à la courbe en ce nouveau point. Donc, il ne change pas de direction. Donc, ce qui veut dire que la variation vraie du vecteur tangent, c'est-à-dire la variation qui tient compte de la projection et qui est donnée, vous vous souvenez, par cette expression lorsqu'on a défini la dérivée covariante, c'est ce qu'on a trouvé, ben, cette expression-là devrait être parallèle au vecteur tangent. Okay, donc, si je divise cette expression par d lambda, donc je trouve l'expression suivante ici. C'est-à-dire que j'ai ici quelque chose qui fait penser à une dérivée covariante, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais donc j'ai la dérivée du vecteur tangent plus une expression quadratique en vecteur tangent avec le symbole de Kirchhoffel. La somme de ces deux éléments-là devrait être parallèle au vecteur tangent lui-même, donc avec une constante de proportionnalité qui n'est pas nécessairement constante, ça peut dépendre de lambda, ça peut dépendre d'où on est sur la courbe, mais donc c'est l'équation que la géodésique devrait respecter. Bon, alors il y a beaucoup de liberté dans le choix du paramètre lambda. Donc, on pourrait choisir, en fait, on peut montrer qu'on peut toujours choisir le paramètre lambda de manière à ce que cette fonction f soit nulle. Donc, si cette fonction f est nulle, ce qui veut dire au fond que non seulement le transport parallèle du vecteur tangent me donne quelque chose qui est proportionnel au vecteur tangent lui-même, mais qui essentiellement ne change pas. Autrement dit, le vecteur u transporté parallèlement à lui-même est toujours le même. D'accord? Autrement dit, cette variation-là est nulle. Eh bien, si on choisit un paramètre lambda tel que f est égal à 0, eh bien, ce paramètre lambda est qualifié de paramètre affine. Donc, élaborons un peu là-dessus. Donc, prenons cette relation ici et multiplions-la par la composante covariante du vecteur tangent. Donc, j'aurai cette expression ici. D'accord? Bon, alors, pourquoi? Parce que bien sûr, donc je vais élaborer ici, si je multiplie UI point par UI, donc j'obtiens quelque chose comme ceci, eh bien ça, c'est essentiellement la même chose que la dérivée de cette quantité. Donc, fonctionnons à l'envers. La dérivée par rapport à lambda de la grandeur du vecteur tangent est donnée par 2 fois UI fois UI point, ce qui est donné, d'après cette relation ici, par moins 2 fois le symbole de Kirchhoffel fois UI, UK, UJ, comme ceci, plus la fonction f fois UI, UI. Bon, d'accord. Alors, ce qui est important de réaliser ici, c'est que la longueur ici est invariante, c'est-à-dire indépendante du système de coordonnées choisi. Je ne parle pas du paramètre lambda, mais du système de coordonnées sur l'espace. Cette quantité aussi est invariante. Par contre, celle-ci ne l'est pas. Parce que justement, parce que le symbole de Kirchhoffel ou la connexion affine n'est pas un tenseur. Donc, même si j'ai une espèce de contraction ici, qui pourrait sembler quelque chose d'invariant, ben, ce ne serait invariant que si cet objet était un tenseur. Ce n'est pas le cas. En fait, là, je vais
invoquer ici quelque chose qu'on va démontrer un peu plus tard, mais que je pourrais argumenter gentiment de la manière suivante. On a vu que quand on fait un changement de référentiel, la connexion affine change de la manière suivante, c'est-à-dire pas exactement comme un tenseur. Il y a un terme supplémentaire ici. Et ça nous permet de choisir en un point donné de l'espace un système de coordonnées un peu différent dans lequel la nouvelle connexion affine serait nulle. En fait, on peut annuler par un changement de coordonnées la connexion affine en un point donné. On ne peut pas l'annuler partout, non, mais on peut, si on choisit un point, choisir un changement de coordonnées qui va annuler la connexion affine en ce point-là. Plus tard, on va appeler ça un référentiel en chute libre. Ça va être un point important, mais on va élaborer là-dessus un peu plus tard. Donc, en faisant ça, on pourrait s'assurer qu'en un point donné, un point arbitraire, celui qu'on choisit de la courbe, bien, cette quantité est nulle. Bien sûr, si ceci est invariant et que ceci est invariant et que ceci est nul, forcément, ça doit être aussi nul partout. Bon, ça ne veut pas dire que gamma IKJ est nul partout, mais cette combinaison-là, cette somme le serait. Donc, au fond, là où je veux en venir, c'est que il y a égalité entre cette quantité et celle-ci. Donc, si on choisit comme paramètre affine la longueur de la courbe, eh bien, à ce moment-là, comme on l'a vu, la grandeur du vecteur tangent est constante. Donc, cette quantité est constante. Sa dérivée par rapport à lambda, lambda qui devient S à ce moment-là, sa dérivée est nécessairement nulle, et donc F est nécessairement nul. Okay. Conclusion, si on utilise lambda égale S comme paramètre, alors on a affaire à un paramètre affine, F égale 0. Et c'est ce qu'on va supposer pour le moment. En fait, ça va dans un sens. Si on utilise S, S est un paramètre affine, mais ce ne sont pas tous les paramètres affines qui... enfin, S n'est pas le seul paramètre affine. On pourrait aussi avoir d'autres paramètres affines qui sont différents de S. Mais disons qu'on va choisir S comme paramètre de la courbe à l'avenir, ce qui simplifie l'équation de la géodésique. Autrement dit, elle perd son membre de droite et elle devient simplement ceci. Okay. Alors attention, ici, j'ai utilisé une notation légèrement différente. J'ai essentiellement écrit que UI était égal à XI point. Donc, je reviens à ma notation, la notation que j'avais introduite ici. Donc, on va souvent passer de cette notation à l'autre. Toujours en restant avec cette définition de la géodésique, en partant de ces équations-là, nous allons maintenant démontrer une forme alternative, excusez-moi pour le glitch, une forme alternative de cette équation, qui est très utile. En fait, c'est la forme qu'on va utiliser le plus souvent. Donc, au lieu de s'attarder à la composante contravariante du vecteur tangent, on va s'occuper de la composante covariante. Donc, à ce moment-là, l'équation va être légèrement différente, c'est-à-dire que le symbole de Christoffel va apparaître un peu différemment, avec un signe différent, parce que c'est comme si on faisait une dérivée covariante d'un vecteur covariant et non contravariant. Et donc, l'équation de la géodésique serait celle-ci à la place. Okay, donc, la différence étant la position de l'indice ici qui est inférieure, et ça ne connecte pas au même indice du symbole de Christoffel, il y a un signe qui est différent. C'est en principe équivalent. Donc, écrivons cette équation, encore une fois, mais en substituant la valeur explicite du symbole de Christoffel en fonction du tenseur métrique et de ses dérivés. Donc, on obtiendrait l'équation qui est ici. Tout ce que j'ai fait là-dedans, c'est réécrire ça et exprimer le gamma qui est ici comme ceci, en fonction de cette expression qu'on a déjà rencontrée. Maintenant, ce qui simplifie ici les choses, c'est que je peux prendre le tenseur métrique qui est ici et le coupler à UJ ici en élevant l'indice du vecteur U pour que ça devienne UM, comme ceci. Et donc, je me retrouve avec cette expression
qui peut être simplifié parce que si on contemple les deux derniers termes ici, on voit que ces deux termes ensemble, avec un signe relatif entre les deux, ces deux termes forment une quantité antisymétrique si on échange les indices m et k. Donc, j'échange m et k et je change le signe de cette quantité-là. Alors qu'ici, j'ai une quantité qui est symétrique quand j'échange m et k. Ce qui veut dire que quand je somme, quand je contracte ces deux quantités, j'ai nécessairement 0. Parce que pour chaque valeur de mk, j'ai une valeur de km pour laquelle l'un des facteurs est le même et l'autre facteur a un signe opposé. Et donc, le produit des deux va changer de signe quand j'échange m et k, et en sommant sur toutes les possibilités de m et k, j'obtiens nécessairement 0. Donc, les deux derniers termes ici disparaissent et il ne reste que celui-ci, ce qui me permet d'écrire l'équation de la géodésique comme ça. Ce qui est très pratique parce que, par exemple, si le tenseur métrique est indépendant d'une des coordonnées, eh bien, il y a une valeur de i pour laquelle la dérivée ici est nulle. Et donc, il y aurait une valeur de i pour laquelle la dérivée de u est nulle, et ça simplifie les équations énormément, comme on le verra. Bon, on en arrive maintenant à l'autre définition, la première définition de la géodésique, celle de la courbe de moindre longueur. Donc, on va ici démontrer que cette définition est équivalente, c'est-à-dire que les équations que l'on tire du principe variationnel sont les mêmes que celles qu'on vient de voir. Donc, la longueur de la courbe entre les points A et B est donnée par cette expression. Je vais supposer ici que dans ce qui suit, même si ce n'est pas écrit explicitement, je vais supposer que lambda est en fait la longueur de la courbe, que c'est le paramètre affine. La quantité L, et j'emploie la notation L parce que ça fait penser à un Lagrangien, au fond c'est un calcul variationnel, ça pourrait aussi bien être un Lagrangien. Donc L est donnée par cette expression, c'est-à-dire la longueur d'arc. J'ai le tenseur métrique, j'ai ici dxi dxj divisé par d lambda carré, donc il s'agit en réalité de ds divisé par d lambda, n'est-ce pas? Donc cette quantité est égale à ds divisé par d lambda. Okay? Et j'intègre sur lambda, donc j'ai véritablement l'intégrale de ds. Okay? Encore plus vrai si lambda est égal à s, mais ça c'est un détail. Donc, je dois maintenant procéder à une variation de la courbe elle-même. Cette variation de la courbe va entraîner nécessairement une variation de la métrique, parce que je vais passer à côté de la courbe originale, donc la métrique va changer parce que le point sur la courbe change. Cette variation de la métrique va être donnée par la dérivée de la métrique par rapport à la coordonnée fois la variation de la coordonnée. En fait, idéalement, ce que je veux faire ici, c'est tout exprimer en fonction des variations de la coordonnée, la variation de la courbe elle-même. Donc, la variation de l'action, appelons-la comme ça, se calcule de la manière suivante. Premièrement, on doit prendre la dérivée de L, donc de cette quantité-là. Donc, c'est une racine carrée. Quand on en prend la dérivée, on obtient 1 sur une racine carrée avec une demi, et c'est exactement ce qui est écrit ici. Okay? Multiplié par la variation de l'argument de la racine carrée, qui est ici. Donc, la variation qui est là, c'est la somme de plusieurs termes. Il y a premièrement la variation de la métrique, qui est ici, fois ces termes-là, okay? Plus la variation de ce facteur, plus celle de ce facteur. Les deux ensemble donnent le même terme, c'est-à-dire le terme que je viens de souligner ici. OK. Et là, on peut supposer, à partir de maintenant, puisqu'on a fait notre exercice de variation, que L est effectivement égal à 1, c'est-à-dire que je peux choisir d'ores et déjà que lambda est égal à S, et donc ds de lambda est égal à 1, et donc je laisse tomber L essentiellement, et je me retrouve avec cette expression ici. Alors, ce que je fais ensuite, mon but, encore une fois, c'est de me retrouver partout avec des variations de x. Ici, j'ai une variation de x points.
Okay, alors, pour m'en débarrasser, je vais procéder à une intégration par partie. Donc, j'intègre par partie, comme on l'a fait auparavant dans l'étude du principe variationnel dans les rappels de relativité restreinte. Donc, ça me fait sortir ici la variation de xi, mais le reste ici serait dérivé par rapport à lambda, comme ceci, dérivé par rapport à lambda avec un signe différent, parce que j'ai intégré par partie. Et les termes de frontière dans l'intégration par partie, les termes de frontière s'annulent tout simplement parce que dans le calcul des variations, on suppose que la variation est nulle aux extrémités. Donc, je continue, je développe cette deuxième quantité ici, ce deuxième terme qui devient, quand il s'applique sur GIJ, ça devient ce terme-ci, d'accord, parce que j'ai une dérivée par rapport à xk de GIJ fois la dérivée de xk par rapport à lambda, qui est ici, fois le terme de facteur que j'avais déjà ici. Donc, ça me donne ce terme avec un signe moins. Et je peux aussi appliquer la dérivée de lambda ici, ce qui me donne la deuxième dérivée de xj par rapport à lambda. Okay. Et tout ça est multiplié par delta xi. Je combine avec le premier terme, qui est aussi multiplié par delta xk. Alors, je vais faire un effort de réaménagement d'indice ici pour m'assurer que j'ai le même indice ici et là. Donc, pour faire ça, il faut que je change des indices. Il faut que j'échange, par exemple, k et i dans ces sommes pour avoir finalement cette relation ici, où j'ai fait des changements d'indice dans les deux derniers termes. Et je me rends compte tout de suite que cette partie ici, bien sûr, multiplie x.j, x.k, n'est rien d'autre que le tenseur pas le tenseur, encore une fois, le symbole de Christoffel avec tous les indices inférieurs. En raison de son expression qui apparaît encore une fois. Alors, je vais la remettre en vedette quelque part, il faut que je la retrouve. Cette expression ici. Okay. Cette expression me permet d'écrire ce que j'ai ici comme gamma ijk. Alors, j'ai bien sûr ici un signe de différence. Donc, ça ici, c'est le terme qui est négatif dans l'expression de gamma ijk. Et ici, j'ai deux termes qui sont non pas identiques, mais qui ont le même effet parce qu'ils multiplient une quantité qui est symétrique en j et k. Donc, on peut les grouper de cette manière-là, mais en réalité, dans l'expression, il y a deux termes, un avec k et j, et l'autre avec j et k qui apparaissent de manière interchangeable. Donc, c'est ce qui me donne cette expression aussi. Et donc, j'ai bel et bien au total quelque chose qui doit être nul parce que, encore une fois, calcul des variations, il faut que cette quantité soit nulle. Donc, la variation de la longueur doit être nulle. Tout ça doit être 0, quelle que soit la variation de xi. Donc, la seule possibilité, c'est que le contenu, que l'intégrand lui-même, ce qui apparaît entre accolades ici, soit nul. Et donc, j'obtiens cette équation-là, qui est bel et bien la même équation que celle que j'ai ici. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment la même équation? Et si elle apparaît avec des indices, l'indice i apparaît en haut, ici, l'indice i apparaît en bas, d'accord? Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de remonter l'indice i, ce qui va me redonner ici simplement gamma i jk x.j x.k. Et en remontant l'indice i, ici, j'obtiens un delta de Kronecker, donc j'obtiens ceci, qui, bien sûr, est la même chose que x2.i. Okay, donc, j'ai la même expression qu'auparavant. OK. Maintenant, je vais discuter d'un exemple. Alors, je vais passer un peu le sujet du prochain vidéo. Et j'arrive à l'exemple de la sphère. Encore une fois, on aime bien cet exemple, c'est le plus simple possible, la sphère en deux dimensions. On a déjà travaillé cet exemple-là. On a montré que l'élément de longueur, quand on utilise des coordonnées polaires, est donné par cette expression-ci. Donc, c'est le tenseur métrique qu'on a déjà écrit. Donc, ça, ce sont les valeurs non nulles des composantes covariantes du tenseur métrique. Et on a les valeurs non nulles des composantes contravariantes. On a même indiqué quelles étaient les
composante non nulle du symbole de Christoffel. Et donc, on pourrait d'ores et déjà écrire l'équation de la géodésique. C'est ce qu'on va faire ici. En fait, on pourrait simplement tourner la manivelle et on obtiendrait les équations suivantes. Celle-ci et celle-ci. Deux équations. Je voudrais ici prendre un peu de temps pour le faire un peu différemment. Donc, vous vous souvenez, on a écrit une forme alternative de l'équation de la géodésique en fonction de la dérivée du tenseur métrique par rapport aux coordonnées. Mais je vais utiliser ça pour commencer, parce que c'est ce qu'on va faire par la suite, et donc je veux comparer les deux approches. Donc, le tenseur métrique pour la sphère, comme on l'a vu, dépend de θ, ne dépend pas de phi. Ici, A est simplement le rayon de la sphère, une constante. Donc, ça ne dépend pas de phi. Donc, la dérivée par rapport à phi est nulle. Donc, si je prends i égale 2, c'est-à-dire la deuxième coordonnée, c'est-à-dire phi, je devrais avoir cette équation-là. Okay. Donc, u.2 égale 0. Ceci, bien sûr, c'est la dérivée, le point ici, c'est la dérivée par rapport à S, qui est le paramètre affine, de la composante covariante de U, que je peux écrire comme ceci en fonction de la composante contravariante. C'est-à-dire que là, je vais abaisser l'indice du vecteur contravariant pour obtenir le vecteur covariant. Donc, j'ai G2I fois U contravariant I sommé sur I. Okay. Bon, comme G est un tenseur diagonal dans ce cas-ci, ce que ça veut dire, c'est que ça revient à G22 fois U2. Bon, d'accord. Et cette quantité doit être constante, c'est-à-dire que sa dérivée par rapport à S égale 0, donc cette quantité est constante le long de la géodésique. Donc G22, qu'est-ce que c'est? C'est, encore une fois, ceci, A carré sinus carré θ. Donc, j'obtiendrai cette équation ici. Donc, j'aurai sinus carré θ fois U2. Qu'est-ce que c'est que U2? C'est la dérivée de phi par rapport à S. Donc, j'ai sin carré fois phi point est égal à une constante. Cette constante, je vais l'appeler H. Donc, j'ai une des deux équations. J'ai une équation importante ici qui me dit que le long de la géodésique, phi point peut changer, mais il faut qu'il change de manière à ce que si θ change en même temps, bien, quand θ diminue, il faut que phi point augmente, et ainsi de suite, pour que cette quantité soit constante. En fait, cette relation, on pourrait le voir comme une espèce d'analogue du moment cinétique. Le moment cinétique est conservé en général dans un système mécanique en raison d'une invariance par rotation. Ici, on a adopté un système de coordonnées sur la sphère qui fait que rien ne dépend de phi, n'est-ce pas? Le tenseur métrique ne dépend pas de phi, il dépend de θ, de l'angle polaire, mais pas de phi. Ce qui fait que cette invariance par rotation mène une certaine loi de conservation, qui est la loi de conservation du moment cinétique, ou du moins de sa composante en Z, dirait-on. Et donc cette relation est un peu l'équivalent de la loi de conservation du moment cinétique. Une autre équation importante, c'est qu'on a supposé qu'on employait le paramètre affine S. Et donc, la grandeur du vecteur tangent est constante, toujours égale à 1. Donc, on peut imposer la contrainte que la grandeur de U est égale à 1. Et cette grandeur de U, comment la trouve-t-on? Bien sûr, c'est un vecteur contravariant. Alors, sa grandeur va être donnée par essentiellement cette expression. Il faudrait que j'écrive avec le tenseur métrique cette expression-ci. Okay. Alors, je fais appel au tenseur métrique que je connais et je connais les composantes de U. Bien sûr, un petit rappel encore une fois, ces composantes ne sont que les dérivées des coordonnées par rapport à S, donc ce que j'appelle θ point, phi point, n'est-ce pas? Comme ceci. Donc, la constante, c'est-à-dire la grandeur constante, se traduit par cette expression ici. θ point carré, qui correspond à G11, parce que j'ai multiplié par A à l'extérieur, A carré, plus sin carré θ, qui correspond à G22, fois phi point au carré. Donc, tout ça est égal à 1. Je pourrais
pour résoudre cette équation, me servir de la première équation, c'est-à-dire remplacer phi point par h divisé par sin carré, et j'aurai une équation uniquement en fonction de θ. Donc, si je voulais résoudre, disons, de manière numérique, je ne sais pas, bon, cette équation, je pourrais le faire de cette manière. De manière analytique, ce n'est pas évident. Sauf dans certains cas particuliers. Donc, voyons ces cas particuliers. Les cas particuliers seraient, par exemple, que phi soit une constante. Okay. Si phi est une constante le long de la géodésique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un méridien. Donc, on a une longitude constante. C'est une courbe méridienne, un grand cercle donc, qui fait le tour de la sphère et dont le centre est aussi au centre de la sphère. Ce grand cercle, donc, bien sûr, il paraît être un cercle du point de vue de l'espace haute, du point de vue d'un habitant de la sphère, c'est moins évident, mais ça demeure un méridien. Donc, ce grand cercle correspond à phi égale constante. Vu que phi est constante, ça veut dire que h est égal à 0. Et donc, dans cette équation-là, ça veut dire que cette quantité doit être égale à 1. Donc, θ point est égal à 1 sur A, donc θ est égal à S sur A. Donc, ce que ça veut dire, c'est que en fonction de la longueur de la courbe, θ est proportionnel à S. D'accord? Ce qui est normal, en fait, donc, parce qu'évidemment, la longueur le long d'un méridien est simplement donné, la longueur d'arc est telle que la longueur divisée par le rayon donne l'angle. N'est-ce pas? Donc, c'est l'équation ici d'un méridien en fonction de la longueur le long du méridien. Donc, c'est une des solutions. Ce n'est pas la seule solution, c'est une solution. Une autre solution, par exemple, est moins facile à trouver avec ce formalisme, et si on retourne ici, on pourrait se demander s'il y a des solutions à θ constant. La réponse est oui. Donc, si θ est constant, donc θ constant veut dire que θ point égale 0, a fortiori, ça veut dire que θ double point égale 0, donc ça veut dire que donc ça c'est nul, et donc ceci doit être nul aussi. On ne peut pas avoir phi point égale 0, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir à la fois θ point et phi point égale 0, parce qu'on ne pourrait pas avoir une longueur unité pour le vecteur tangent. Donc forcément, il faut que sin θ cos θ soit 0. Ce qui veut dire que soit sinus θ égale 0, ou soit cos θ égale 0. On ne peut pas avoir sinus θ égale 0 parce que ça correspond à θ égale 0 et θ égale pi, qui sont les pôles. Et ces points-là sont singuliers du point de vue du système de coordonnées, ils sont mal définis parce qu'au pôle, l'angle phi n'est pas bien défini. Donc, il faut éviter ces solutions-là et ces points. Par contre, on peut avoir cos θ égale 0, ce qui veut dire θ égale pi sur 2, ce qui veut dire l'équateur. Donc, l'équateur aussi est un grand cercle. Donc, en fait, toutes les géodésiques sur la sphère sont des grands cercles. Et ce qu'on a fait ici, c'est d'en découvrir quelques-uns, c'est-à-dire l'équateur et les différents méridiens. Et bien sûr, on pourrait avoir des grands cercles quelconques qui sont inclinés, qui n'ont pas une valeur constante de phi et une valeur constante de θ. Et ces grands cercles, bien sûr, obéiraient tout de même à cette équation-là et à celle-ci. Mais ils sont un peu plus difficiles à décrire, c'est tout. Mais par symétrie, parce que bon, une sphère est une sphère, et donc on peut la tourner dans tous les sens et elle ne change pas. Tous les grands cercles sont des géodésiques sur la sphère S2. Voilà, ça conclut cette vidéo. Merci de votre patience.